international du MEDEF Île-de-France et le vice-président du comité Île-de-France et des conseillers du commerce extérieur de la France. Nous faisons donc une réunion en totale coordination entre le MEDEF Île-de-France et les conseillers du commerce extérieur Île-de-France. Et je vous souhaite la bienvenue. Je vous souhaite la bienvenue pour ce deuxième webinaire de la série des pays d'Europe. Nous avons commencé le premier webinaire la semaine dernière. Beaucoup d'entre vous étaient présents. Hongrie, Pologne, Tchéquie. Et maintenant, c'est Roumanie, Slovaquie, Ukraine. Alors pourquoi? D'abord, nous continuons notre tour du monde de telle façon que, avec objectif pour les exportateurs déjà de voir un peu ce qui se passe dans ces pays-là, parce que, comme vous savez, 52% des exportations se font en Europe, mais en Europe, dans les pays limitrophes. On oublie très souvent d'aller vers ces pays d'Europe centrale, d'autant plus que toute la concurrence presque mondiale est dans les pays limitrophes, et il y a beaucoup à faire avec peut-être moins de concurrence dans ces pays d'Europe, moins connus, mais qui sont merveilleux et pour lesquels nous sommes peu présents. Voilà, donc nous continuons à faire notre tour du monde avec ce qui s'était passé là jusqu'à présent depuis 2 ans. Donc vous voyez dans ce pays, ce monde qui montre que nous avons démarré il y a 2 ans avec 7 pays en vert, 7 pays d'Afrique, Afrique de l'Est, Afrique de l'Ouest. Nous avons démarré, nous avons continué avec les pays en bleu, Sud-Est asiatique et l'Océanie. Et puis, nous sommes allés en Amérique centrale, en Amérique du Sud, 6 pays. Donc, 7 pays l'envers, 7 pays en bleu, 6 pays en rouge. Et maintenant, nous venons vers l'Europe. Voilà, les 6 pays d'Europe centrale et d'Europe de l'Est, pour répondre à votre volonté de croissance. Voilà, donc nous allons continuer à faire le tour du monde à raison de deux fois par an. Avant, c'était en présentiel, maintenant, nous ne pouvons pas. Mais en webinaire, ça se fait très bien. Donc, nous vous remercions beaucoup. Alors, comment ça va se passer? Alors, c'est à destination des exportateurs, mais c'est aussi à destination des non-exportateurs pour les sensibiliser à se donner le monde comme champ d'action, sachant que tout produit, et les exportateurs peuvent le dire, tout produit de qualité est exportable à partir du moment où il y a de l'innovation commerciale et la volonté de chef d'entreprise développée. Et donc, au vu de ça, vous pouvez largement développer pour les non-exportateurs pour se donner ce fameux monde comme champ d'action. Comment va se passer ce webinaire? Donc, il y aura 3 pays, chaque pays représenté pendant un quart d'heure par un binôme ambassadeur du pays en France, plus un entrepreneur qui est en général le président du comité Conseil commercial de la France du pays, et qui chacun parlera pendant 7 minutes. Je demande à chacun de vraiment garder 7 minutes chacun pour qu'on ne prenne pas de retard. Et au bout de ces trois pays, de ces 3 quarts d'heure, il y aura la Team France Export qui parlera, chacun 5 minutes. Il y aura donc, je dirais, le couple CCI Business France qui sera représenté par Gilles Dabzi et Frédéric Rossi, et puis d'autres personnes que vous verrez responsables des pays de l'Est. Et il y aura Business France, il y aura BPI France, il y aura la douane. Ça, c'est la Team France Export public. Et la Team France Export privé, ce sera les opérateurs spécialisés en commerce international, le SCI et MEDEF International. Voilà. Nous sommes dans l'international, vous savez très certainement que le gouvernement a donné aux régions, à la région, et non chez nous à la région Île-de-France, le pilotage de l'international à la région. C'est la raison pour laquelle j'ai demandé à la région, et en particulier à Franck Margen, qui est le président de Choose Paris Region, de nous parler et de nous dire tout le bien qu'il pense de ce que nous faisons, et puis ce que la région pense de ce développement international que nous devons faire dans le monde entier. Franck, je te passe la parole.
Merci beaucoup, Michel. Écoute, tu n'as pas besoin de me demander de dire tout le bien que nous pensons de vous, puisque nous en pensons naturellement sans avoir besoin de le dire. Donc, merci de cette invitation. Je voulais simplement vous transmettre des mots chaleureux de la part de la présidente de région que je représente et Alexandra Dublanche, la vice-présidente, qui m'ont demandé en fait d'opérer. On est tous très sollicités en ce moment sur les webinars et sur l'information, donc je vais essayer d'être court, montre en main. On m'a donné 5 minutes. Alors, tout d'abord, je voulais simplement vous dire qu'en Île-de-France, nous sommes très touchés, bien évidemment, par la crise Covid. C'est plus de 160 000 emplois qui vont disparaître selon nos prévisions. Et donc, nous avons agi pour essayer d'enrayer, en fait, cette comment dirais-je, cette difficulté. Alors, on travaille beaucoup effectivement avec le MEDEF. Je voulais vous parler une seconde de la stratégie entrepreneur slash leader. Vous savez que c'est une stratégie qui se divise en 3 phases: bâtir son projet, financer son projet et piloter l'entreprise. Et ça, la stratégie entrepreneur slash leader, on le fait avec vous, avec l'Île-de-France, et c'est à destination essentiellement de l'exportation. On a fait un plan de relance donc de 1,3 milliard dès le mois de juin, je vous rappelle, avec 640 millions qui ont été développés pour l'économie et l'innovation. Et au mois de septembre, on a fait l'acte 2 de ce plan de relance que nous avons mis en place après la COP régionale pour essayer de transformer également la région sur le plan écologique, la transformation écologique. Et puis, nous avons passé sur l'acte 3 sur un programme massif de 20 milliards. Donc, mais ça, c'est pour la période 2021-2025. Donc, la région est complètement mobilisée. On a beaucoup d'aides, notamment on a eu le fonds de solidarité, qui est donc une participation en région au fonds du gouvernement pour 156 millions, et notamment il compense les pertes de revenus pour les indépendants et les TPE et éviter les faillites des TPE dans la vague 2. Donc, nous avons là sur le site, à chaque fois que je vais citer donc des aides, elles sont directement sur le site de la région Île-de-France. Nous avons, comment dirais-je, 360 000 entreprises aidées avec ce fonds de solidarité. Et là, je parle toujours de chiffres Île-de-France, entre l'État et nous, pour 1,5 milliard. Nous avons également mis en place au mois de mai le prêt à taux zéro, ce qu'on a appelé le prêt rebond. C'est en fait un prêt qui va de 10 000 euros à 300 000 euros et il est sans frais de dossier. Il s'adresse aux entreprises de 0 à 250 salariés. Et à ce jour, ce sont 6 000 entreprises de France qui ont participé à cette aide. Nous avons également mis en place le fonds de résilience. Et là, je vous rappelle que le fonds de résilience, c'est ceux qui n'avaient pas pu avoir accès au financement bancaire. Là, c'était de 3 000 à 100 000 euros sur 6 ans. Mais je ne vous en parlerai pas plus longtemps parce que pour l'instant, compte tenu de son très très grand succès, il est clôturé. Nous avons également le PME Covid. Le PME Covid a été en fait une aide qui essayait de soutenir les projets des sociétés franciliennes qui visaient à sécuriser les approvisionnements stratégiques. Par exemple, produire des masques, produire des gels, produire des blouses et tout ce qui était en fait pour continuer l'activité au travers de la pandémie. Et là aussi, on a pour l'instant, comment dirais-je, arrêté le processus parce que nous n'avons plus de demande. Quelque chose que nous avons également lancé, ça s'est appelé le PAC Relance Industrie. Et là, nous avons eu un très grand succès. C'est pour accompagner la diversification et la relocalisation des activités industrielles. L'objectif, c'était PME et ETI et c'était éventuellement 100% du coût de l'accompagnement. Et on a eu 75 entreprises qui ont touché entre 300 et 800 000 euros. Ça a été un très, très grand succès. On a aidé bien sûr à la numérisation des entreprises, hein, l'enjeu de la plateforme des solutions qui depuis fin mars, je le rappelle, est accessible à tous. C'est une plateforme numérique qui propose en fait des solutions pour toutes les entreprises, soit des professionnels de santé, soit qui sont liés avec les problèmes, bien sûr, du Covid, où on essaye de donner la capacité pour elles de se numériser, de faire des sites Internet et d'aborder leur clientèle de manière un peu différente. On a créé aussi le chèque numérique
le chèque numérique a été plutôt à destination du petit commerce. Et là, on a été plutôt dans le grand succès. Donc, voilà très rapidement, j'ai 4 minutes, donc il me reste 1 minute. C'est les aides PME, les aides TPE. Vous savez tous cette gamme Aide InnovUp qui est toujours d'actualité en Île-de-France. Et là, vous les trouvez sur notre site, le Fonds régional de garantie, le prêt croissance TPE. Voilà, je ne voulais pas vous faire un inventaire à l'après-vert, mais j'étais quand même obligé de vous parler de la diversification des offres, de la, comment dirais-je, proximité de la région. Il faut quand même que vous sachiez, à la fin de cet petit exercice de présentation que je viens de vous faire, et là je suis à 5 minutes, que nous avons aidé 400 000 entreprises concrètement en Île-de-France, la région Île-de-France. Donc bravo MEDEF, bravo pour votre volonté de porter. Vous savez que l'entreprise, la stratégie hashtag leader est un outil très très performant. Vous savez en plus que plus de 40% sont des femmes, donc c'est un critère important en ce moment pour l'exportation. Donc nous serons à votre disposition pour des renseignements complémentaires et j'ai essayé de tenir en 5 minutes, ce qui est très difficile. Merci Michel. Merci, merci cher Franck, un grand merci. Un grand merci à toi, un grand merci à Paris Toulouse Région, un grand merci à Valérie Pécresse pour tout cet argent pour aider les entreprises à s'en sortir, sachant que maintenant c'est aux entreprises à se prendre en main avec ce support financier. Et la meilleure façon de se prendre en main, c'est d'avoir un maximum de potentiel part de marché, se donner le monde comme plan d'action, d'où le travail que nous faisons actuellement. Merci Franck. Nous allons démarrer maintenant par la Roumanie et nous passons la parole à Monsieur Luca Niculescu, ambassadeur de Roumanie en France, en remerciant beaucoup Monsieur Luca Niculescu de sa présence. Voilà, excellence, je vous remercie beaucoup d'avoir bien voulu participer. Et si vous pouviez, pendant, s'il vous plaît, 6-7 minutes, nous dire tout le bien que vous pensez de votre pays. Merci. Oui, merci beaucoup. Merci au MEDEF Île-de-France d'organiser ce webinaire. Je pense que c'est très important pour évoquer les perspectives économiques de notre région, qui est une région très intéressante pour les entreprises françaises. Et comme vous l'avez dit, moi, je vais parler de mon pays, de la Roumanie. Pour avoir une idée de la taille de la Roumanie et la moitié par rapport à celle de la France, ce qui fait de nous un grand pays dans l'Europe centrale et orientale, c'est le deuxième plus grand dans cette région. Nous sommes situés au carrefour de 3 marchés, l'Union européenne, la communauté des États indépendants et le Moyen-Orient. Je pense que la Roumanie représente un marché vraiment non négligeable pour les entreprises françaises, avec une demande intérieure dynamique et des besoins en investissement et consommation. On a les régions les plus dynamiques autour de la capitale de Bucarest, mais également vers l'ouest du pays, à Cluj-Napoca, à Timișoara, ou Brașov. Et il y a un fort potentiel pour les investisseurs autour d'autres grandes villes dans le sud, dans l'est. Et je parlerai ici de Constanța, de Iași ou de Craiova. Avant que la crise ne frappe le monde entier, la Roumanie se préparait pour une très bonne année 2020. On avait prévu une croissance de 5%, un taux de chômage insignifiant, un engagement européen très fort, même d'un point de vue économique, car 80% de nos exportations et importations se font avec l'Union européenne. Nous avions vécu pratiquement 10 ans de croissance sans interruption, avec des pics qui pouvaient atteindre jusqu'à 7% de croissance par an. Mais comme partout, la crise a frappé. Et au lieu d'avoir un taux de croissance important, on a eu une baisse d'environ 5% selon les estimations provisoires. On estime en revanche que cette année, le PIB roumain va augmenter d'un peu plus de 4%. Face à la crise, le gouvernement roumain a agi. Il y a un plan national de résilience et de relance qui prévoit des investissements dans une douzaine de secteurs prioritaires. Je vais en citer quelques-uns: la santé, l'éducation, le numérique, la cybersécurité, les transports durables, la lutte contre le changement climatique, l'efficacité énergétique, la recherche et l'innovation, et aussi la capacité de résilience dans des domaines très importants comme le domaine alimentaire et bien sûr la santé. Et c'est un plan qui propose également de nombreuses opportunités pour les entreprises françaises qui sont reconnues, on le sait, à travers le monde pour leur capacité d'innovation et bien sûr pour leur savoir-faire. Nous avons une relation entre la Roumanie et la France qui est très ancienne, qui est riche, qui est fondamentale. Il y a un partenariat stratégique entre nos deux pays qui a été renouvelé il y a 3 mois par une nouvelle feuille de route qui donne
de nouvelles perspectives à la coopération économique. Et d'ailleurs, je dois vous dire que on a un nouveau gouvernement depuis quelques semaines, suite à des élections législatives, dirigé par le libéral Florin Kృtzu, qui est un gouvernement pro-européen, un gouvernement pro-business, et qui compte beaucoup sur ce partenariat stratégique dans le domaine économique. D'ailleurs, il y a une semaine, jour pour jour, le premier contact avec un homologue étranger de mon Premier ministre fut avec le Français Jean Castex, avec le Premier ministre français Jean Castex, et je peux vous assurer que plus de la moitié de cette conversation s'est axée sur les dossiers économiques. La France constitue d'ailleurs l'un de nos principaux partenaires. Avant la crise, nos échanges commerciaux avoisinaient les 10 milliards d'euros par an. Et je me permets de vous dire, mesdames et messieurs, que si vous vous baladez dans les rues de Bucarest, pour ceux qui ne l'avaient pas fait encore, vous n'êtes pas dépaysés. Autant les enseignes françaises sont présentes. La voiture nationale est Dacia, ou Dacia, comme vous l'appelez ici en France, qui à elle seule représente plus de 10% des exportations roumaines. L'une des principales banques de Roumanie est Société Générale, mais il y a aussi Groupama ou BNP Paribas. Vous faites vos cours chez Carrefour quand ce n'est pas Auchan, Leroy Merlin ou Cora. Vous pouvez profiter des services en gaz et énergie chez Engie et bien sûr que vous pouvez choisir Orange comme opérateur téléphonique. Et ensuite, dans l'industrie, il y a des groupes comme Saint-Gobain, Michelin et Air Liquide qui ont plusieurs sites de production. Pratiquement tout le CAC 40 est présent en Roumanie et en tout, il y a près de 10 000 entreprises françaises qui font de bonnes affaires dans mon pays. Et je me réjouis aussi de voir que Thales et Renault ont créé en Roumanie des centres d'excellence avec une forte valeur ajoutée. Et puis, mesdames et messieurs, la Roumanie a un autre atout, c'est sa francophonie et sa francophilie. C'est le pays de la région où le français est le plus parlé. Il y a plus d'1 million d'élèves roumains qui apprennent le français. Il y a 2 ans, nous avions organisé un événement exceptionnel entre la France et la Roumanie, ce qu'on a appelé une saison croisée. Cela a représenté plus de 1000 événements, des concerts, des spectacles, des expositions en Roumanie et en France pour mieux se connaître les uns les autres, car même si nos pays sont des amis depuis plus de 2 siècles, il y a parfois des clichés qui résistent encore, et vous en connaissez quelques-uns. D'ailleurs, le slogan de cette saison fut « Oubliez vos clichés », et on a pu voir des grands artistes roumains dans des grands musées et des grandes salles de spectacle en France. Et mon grand bonheur aujourd'hui est de voir que l'esprit de cette saison perdure. Il y a quelques semaines, j'avais vu un magnifique reportage sur TF1 dans le 20h sur la Transylvanie. L'année dernière, il y avait un sublime dossier dans le Figaro consacré à la Roumanie. Et ma joie fut encore plus grande il y a quelques jours lorsque j'ai vu que la collection printemps-été de la maison de parfum et de mode Fragonard s'appelle tout simplement Couleurs de Roumanie. J'ai demandé pourquoi c'est ainsi et la propriétaire de Fragonard m'avait dit je me suis inspiré de l'artisanat roumain parce que ça fait longtemps que je rêve de la Roumanie. Alors, pour finir, je vous dis, faites comme elle, ne rêvez plus, venez en Roumanie, qui est un très bon pays pour vos investissements, mais qui est aussi un grand pays d'art, de culture et de beauté, avec des gens extraordinaires. Merci beaucoup. Excellence, vous nous faites saliver et nous irons en Roumanie dès que nous pourrons le faire. Et un grand merci à vous pour tout ce que vous venez de nous dire sur la beauté de votre pays et sur l'intérêt de votre pays pour les entrepreneurs français. L'idée étant évidemment que les entrepreneurs français exportent vers le pays, importent du pays et s'implantent localement. Merci, Excellence. Et maintenant, merci à vous. Nous passons la parole. Merci. Maintenant, passons la parole à Eric Stab, qui est le président du comité Roumanie des conseillers des commerciaux de la France, qui est le chef, le directeur général, le CEO d'Engie en Roumanie. Cher Eric, je vous passe la parole pour que vous nous disiez en complémentarité tout le bien que vous pensiez de la Roumanie. À vous. Oui, bonjour à toutes et à tous. Bonjour, monsieur l'ambassadeur, cher Luca. Un grand merci à Michel et aux équipes du MEDEF Île-de-France pour leur invitation et leur décision de mettre aujourd'hui en exergue des pays qu'ils méritent, en l'occurrence les pays d'Europe centrale et orientale. Alors, je vais moi aussi vous parler de la Roumanie et de la façon dont je vis la Roumanie. J'ai coutume de dire que la Roumanie est un pays riche qui s'ignore. Riche en paysages magnifiques, en diversité dans tous les domaines, en ressources, qu'elles soient minérales, énergétiques et surtout humaines.
Alors pourquoi choisir la Roumanie? Monsieur l'ambassadeur l'a déjà souligné, c'est un marché important, le premier d'Europe du Sud-Est, avec un potentiel de croissance qui est continu et une réelle volonté de la Roumanie d'accélérer sa convergence avec le reste de l'Europe. C'est également un pays qui s'est très très bien intégré au sein de l'Union, qui représente un pôle de stabilité à la frontière orientale de l'Union européenne, qui est fier d'en être membre. Les Roumains sont parmi les habitants de l'Union européenne les plus pro-européens. Il y a très très peu de politique en Roumanie et je pense que c'est important de le souligner. C'est un pays qui sait faire preuve de capacité d'adaptation, toute son histoire le prouve, qui a également une réelle résilience face aux crises, notamment en ce moment avec la crise sanitaire que nous vivons tous, et qui est capable de rebondir très rapidement. On parle aussi souvent de la main-d'œuvre roumaine qualifiée, bien éduquée, compétitive et engagée. Je pense que c'est très, très vrai. On trouve en Roumanie des pôles urbains qui sont attractifs et qui se développent. Il y a beaucoup de villes entre 100 000 et 300 000 habitants en Roumanie qui ont beaucoup, beaucoup évolué en bien depuis une trentaine d'années. Monsieur l'ambassadeur évoquait également tout à l'heure les centres d'excellence qui sont de plus en plus nombreux. On ne parle plus seulement aujourd'hui de la Roumanie comme d'un pays qui est bon marché, où la main-d'œuvre est bon marché, parce qu'on trouve toujours in fine meilleur marché que soi-même, mais de plus en plus de la Roumanie qui monte en gamme, notamment grâce à ses compétences pointues en matière de technologie de l'information et qui joue un rôle plus large, plus prononcé dans les chaînes de valeur ajoutée. Alors, je souhaitais également vous parler un peu de la présence française en Roumanie et c'est mon prochain slide. Cette présence française est de premier plan. La France, l'économie française est profondément enracinée aussi en Roumanie. La France est le troisième investisseur étranger dans ce pays. Les entreprises d'origine française emploient directement plus de 100 000 personnes et sans doute 200 000 personnes indirectement. 37 des membres du CAC 40 sont actifs en Roumanie. Il y a 3 600 entreprises détenues majoritairement par des capitaux français. Je ne vais pas revenir sur nos échanges commerciaux, également sur les nombreuses belles réussites qu'évoquait Monsieur l'ambassadeur tout à l'heure. Un petit mot quand même sur la population francophone et francophile. On estime qu'il y a environ 3,5 millions de Roumains et un quart des étudiants universitaires qui maîtrisent la langue française. Dans quel pays européen rencontre-t-on encore aujourd'hui des gens, certes parfois d'un âge certain, qui vous déclament, sans avoir à réviser au préalable, des poèmes de Verlaine ou de Rimbaud que nous avons tous oubliés depuis bien longtemps? Eh bien, en Roumanie, c'est le genre d'expérience que vous pouvez faire très, très régulièrement. Alors, il y a aussi un écosystème d'acteurs de la relation économique qui est très, très dynamique. Vous entendrez les représentants de Business France et de la Chambre de commerce tout à l'heure. Nous sommes tous à votre disposition pour vous aider dans vos projets de développement en Roumanie. Alors, quelles sont les opportunités et c'est l'objet effectivement de mon prochain slide. Elles sont nombreuses grâce au dynamisme du secteur privé, grâce à la consommation qui est très soutenue de la part des ménages, même si évidemment elle a été un peu ralentie aussi dernièrement par la crise sanitaire. On s'attend à une forte reprise des investissements publics avec le soutien des fonds structurels européens. Donc pour le programme 2021-2027, la Roumanie va bénéficier de 46 millions d'euros, 46 milliards pardon, d'euros. Le plan de relance et de résilience qui évoque l'ambassadeur dans le cadre du programme Next Generation Europe porte également sur 33 milliards. Donc on parle de sommes absolument colossales qu'il s'agira d'absorber et de créer évidemment de la valeur grâce à cet argent. Ça devrait contribuer à une forte relance économique dans un certain nombre de secteurs porteurs. Alors, j'en distinguerai trois catégories. D'abord, les domaines où la Roumanie est déjà en pointe, tels que l'automobile, l'aéronautique, les technologies de l'information et le digital. Ensuite, les nouveaux horizons dans la transition énergétique et écologique. Et enfin, également, les domaines où la Roumanie a indéniablement besoin d'un certain rattrapage, tels que les infrastructures, la santé et l'agriculture. Alors, il y en a beaucoup d'autres qu'on pourrait évoquer. Alors, je terminerai quand même en partageant quelques considérations plus personnelles, fondées sur mon expérience de 11 ans en Roumanie. D'abord, je dirais que on peut engranger en Roumanie des réussites qu'on mettrait des décennies à réaliser en France. Beaucoup d'entrepreneurs peuvent en témoigner. Donc, je pense qu'il faut pas hésiter à tenter sa chance en Roumanie. Alors certes, on y rencontre comme partout des problèmes et des difficultés,
Ces problèmes et ces difficultés se résolvent presque toujours, souvent à la toute dernière minute, il faut le reconnaître. Mais les Roumains sont sans doute davantage des sprinters que des coureurs de fond. Ils anticipent peu, ils vivent un peu pour le lendemain, mais ils sont redoutablement efficaces quand on n'a pas le choix. Alors ça peut être en tant qu'entrepreneur un peu frustrant par moment parce que ça génère du stress, mais en même temps c'est rassurant parce qu'on sait qu'in fine on trouvera toujours des solutions. On est par ailleurs très bien accueillis en tant qu'étranger en Roumanie. Le roumain est très très ouvert, curieux depuis toujours. Alors certes, il faut apprendre, et c'est vrai pour beaucoup d'autres pays aussi, à décrypter. Il ne faut pas juste se fier aux apparences. Il faut être tenace. Ça aussi, c'est vrai partout. On est très aisément reçu par les décideurs en Roumanie, qui sont toujours très courtois, qui ont tendance, il faut le reconnaître, à vous dire ce que vous voulez entendre. Ce n'est pas forcément toujours suffisant pour faire des affaires, d'où ce besoin de faire preuve d'abnégation. Mais je conclurai en vous disant, et Monsieur l'ambassadeur mentionnait également le slogan de la saison croisée, qu'il ne faut pas s'arrêter aux clichés, aux stéréotypes qui circulent sur la Roumanie. C'est un pays aux possibilités infinies, auquel il faut donner sa chance. Ceux qui ont tenté la Roumanie en repartent souvent enchantés. L'essayer, c'est l'adopter. Je vous remercie. Merci, merci Eric, merci beaucoup. Et s'il y a comme vous disiez, il y a quelques difficultés, eh bien les conseillers de commercialisation de la France sont là pour vous aider à résoudre toutes les difficultés possibles. Voilà. Avec grand plaisir. Cher Eric, vous et votre équipe. Merci beaucoup Absolument. à vous, merci à Monsieur l'ambassadeur Niculescu. Merci pour la Roumanie qui nous attire maintenant. Un autre pays qui va nous attirer, c'est la République slovaque. Et donc, je passe donc avec l'ambassadeur, M. Igor Slobodnik, qui est aujourd'hui représenté par M. Thomas Sefranco. Et donc, nous remercions M. l'ambassadeur et M. Sefranco de parler de ce pays qui va nous... Mais Monsieur Sefranco va nous faire découvrir ce qu'est ce pays, qui est peut-être encore peu connu, un peu moins connu même que la Roumanie. Monsieur Sefranco, je vous passe la parole en vous remerciant d'être là. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous. Donc, en fait, au début, en fait, je voudrais excuser mon ambassadeur parce que je le remplace, je suis conseiller économique de l'ambassade de Slovaquie à Paris. Mon ambassadeur ne peut pas participer à cet événement visio, en raison des tâches irrévocables qui sont liées à la visite officielle de notre Premier ministre à Paris. Donc, c'est pas la première fois parce que il y avait une crise. Donc, notre Premier ministre sera reçu par le président de la République, M. Macron. Ce sera la semaine prochaine. Donc, au début, le prochain slide, s'il vous plaît, si c'est possible. Au début de ma présentation, je tiens à vous présenter quelques informations élémentaires sur la République slovaque ou la Slovaquie en vrai, si vous voulez. En comparaison avec la France, la Slovaquie est un petit pays et enclavé, c'est-à-dire pas d'accès à la mer. La population de Slovaquie se compte un peu près de 5,5 millions d'habitants. On peut les comparer avec la population du Danemark, qui dispose d'un territoire assez aussi comparable. La Slovaquie est située, comme vous pouvez voir, au centre géographique de l'Europe et accessible depuis tous les principaux centres économiques européens. Dans la radius de 2000 km, il y a environ 600 millions de clients possibles, donc 450 millions sont citoyens européens. Nos voisins sont la République tchèque, la Pologne, l'Hongrie, l'Autriche et l'Ukraine. Et à exception de l'Ukraine, tous nos voisins sont membres de l'Union européenne. Mais sous le mot, l'Autriche est intégrée dans les zones d'Europe, c'est-à-dire il paye par euro. Donc, voici. Bien sûr, j'ai oublié de mentionner qu'en Slovaquie, c'est bien fait, c'est pleinement intégré dans la structure européenne. Nous sommes les membres d'OTAN, nous sommes les États membres de l'espace Schengen et nous payons par l'euro, donc nous sommes aussi les membres de
zone euro. Voici, il y a 10 raisons principales pourquoi investir en Slovaquie. La Slovaquie offre un environnement commercial compétitif avec plusieurs caractéristiques qui la distinguent d'autres pays d'Europe centrale et orientale, c'est-à-dire pays de PECO, et représentant donc une proportion des valeurs pour les investisseurs. Je parlerai de certaines caractéristiques principales plus tard et honnêtement, je n'ai pas de temps d'entrer dans tous les détails. Peut-être M. Cotte va dire quelque chose plus en ce qui concerne cette caractéristique commerciale de l'environnement slovaque pour le business. La Slovaquie, l'économie slovaque a connu une croissance en termes de qualité. Entre 2010 et 2018, la Slovaquie a connu la deuxième plus forte croissance de la valeur ajoutée dans la production industrielle des pays de l'OECD. Bien sûr, aussi la crise de Covid-19 a touché l'économie slovaque comme toutes les autres économies de l'Union européenne. Cependant, les chiffres à la fin de l'année 2020 semblent être plus positifs que ce qui avait été prévu au début de la crise, c'est-à-dire en mars ou en avril 2020. On prévoit une chute des PIB réels de moins 6%, mais l'économie slovaque devrait se redresser et croître de 4,5% en cette année et de 4% l'année prochaine, pour revenir à son niveau de revenus d'avant la crise à la mi-2022. Le taux de chômage est augmenté, mais très légèrement, comme vous pouvez voir, et la situation sur le marché du travail est vraiment stabilisée. La notation financière d'agence de notation mondiale reste la même, même Standard & Poor's a changé vendredi dernier notre perspective de négatif à stable. Aussi, en ce qui concerne l'endettement, c'est toujours positif, même après la crise pandémique, la Slovaquie conforme aux règles de l'Union européenne. Ça signifie une chose, il y a un faible risque de mise en œuvre des mesures d'austérité qui ont un impact négatif sur les entreprises et les secteurs privés. En ce qui concerne l'investisseur étranger, l'investisseur étranger peut trouver une main-d'œuvre qui excelle dans 3 qualités. Ces 3 qualités se trouvent dans les prochaines diapositives, dans les prochaines slides. C'est la productivité, la qualification au coût de travail. La Slovaquie est un leader régional en matière de productivité du travail, tout en restant compétitif au niveau des coûts, tant au niveau régional qu'européen. Donc, il y a 3 qualifications qui sont déjà là. En ce qui concerne une chose, je voudrais souligner. L'école secondaire slovaque, les langues qui sont plus couramment enseignées, donc il y a seulement 4% pour la langue française. C'est pas vraiment vrai, c'est pas vraiment juste parce que cette statistique montre seulement les écoles secondaires professionnelles, c'est-à-dire ce sont les écoles qui préparent la main-d'œuvre, la force ouvrière qualifiée. En Slovaquie, il y a 8 ou 9 lycées francophones bilingues où les alumni vont finir toujours avec les baccalauréats qui correspondent des standards français. Ces lycées préparent les étudiants pour les universités dans les espaces francophones et plupart de ces étudiants finissent à l'université dans l'espace francophone en France, Belgique, Suisse, Québec et les autres pays. Donc, 4% seulement pour vraiment les cadres professionnels, c'est-à-dire ouvriers qualifiés. En ce qui concerne le système fiscal slovaque, donc c'est vraiment favorable aux investisseurs étrangers car il est assez simple. Les statistiques montrent également que la part du collecte des impôts dans le PIB total est la plus basse parmi les pays centraux et orientaux. Il y a comparaison avec 3 pays de Visegrad 4, dont la Slovaquie est première, suivie par la Pologne et la République tchèque et Hongrie. Parce que la Slovaquie, c'est bien sûr aussi les membres de Visegrad 4, bon, vous savez, je suis sûr. Dernière 12 slides, donc il y a 5 principaux piliers de l'économie slovaque. Les premières, bien sûr, l'industrie automobile.
L'industrie automobile a une forte tradition et elle a été la force moteur, la force majeure de l'économie slovaque et une grande source importante d'investissement étranger direct. Au cours des 20-25 dernières années, il y a 4 grandes marques, 4 grandes entreprises automobiles actives en Slovaquie, y compris bien sûr les groupes PSA. En dehors des 4 constructeurs automobiles, l'industrie automobile slovaque se définit également par son réseau de fournisseurs bien développé de haute qualité. Il s'agit des grands fournisseurs, c'est-à-dire de premier et deuxième niveau, qui peuvent également bénéficier d'un marché régional. Un autre secteur important est celui des centres de services aux entreprises, principalement grâce à la disponibilité de la main-d'œuvre ou la force de travail avec les compétences linguistiques. Ces centres en Slovaquie évoluent vers des centres avec une plus grande valeur ajoutée en mettant davantage l'accent sur la qualité de leurs services. Le secteur dominé par les grandes entreprises, principalement des États-Unis, qui viennent des États, qui origines des États-Unis d'Europe occidentale. Il y a très peu de pays asiatiques. Troisième grand pilier de notre économie, c'est l'industrie de l'électronique et des composants électriques. Au cours des dernières années, ce type d'industrie est devenu l'un des plus importants contributeurs au PIB du pays et représente également l'un des plus grands employeurs du pays. Sur la dernière diapositive slide, il y a 2 secteurs importants, le secteur des technologies d'information et de la communication, qui occupe également une position très solide dans l'économie slovaque. Cela est démontré par la présence de sociétés à capitaux étrangers telles que T-Systems, ASECO, Accenture, Soitron, Atos, ainsi que des entreprises nationales forte importance mondiale telles que E7, qui est le producteur de logiciels antivirus, et SIG, qui est quelque chose comme Tom. C'est la compagnie qui s'implique dans la production, dans le développement des systèmes de navigation routière. Et la dernière, mais pas les moindres, c'est la recherche et développement. Et le gouvernement slovaque est vraiment déterminé à attirer, à soutenir en priorité les investissements à forte valeur ajoutée et les potentiels d'innovation. Nous avons adopté notre stratégie nationale de R&D qui est centrée sur le soutien à l'innovation par la coopération entre les entreprises et les institutions de recherche dans le secteur clé. Les priorités sont la recherche sur les matériaux, la technologie, la biomédecine, la biotechnologie, ainsi que la technologie d'information et de la communication. Donc, je pense qu'à ce moment, je ne sais pas s'il y a quelques temps pour moi, mais je pense que c'était plus que assez. Merci, vous avez été très long, très explicatif pour nous expliquer que la Slovaquie, c'est le premier de la classe, bravo. Donc, nous sommes très intéressés. Il reste très peu de temps, monsieur Miroslav Kot, vice-président du comité Slovaquie des conseillers de commerce de la France et président de la Chambre de commerce franco-slovaque. Cher Miroslav Kot, 4-5 minutes maximum, s'il vous plaît, parce que beaucoup de temps est passé et on est un peu en dehors des temps. Merci, monsieur Kot, s'il vous plaît, merci, monsieur Sefranco, tout ce que vous avez fait. Et merci, monsieur Kot, pendant quelques minutes, nous expliquer ce que vous pensiez de la Slovaquie. Oui, merci. Merci beaucoup, messieurs les ambassadeurs, les présidents, mesdames et messieurs. Merci en tout cas pour cette invitation et l'opportunité de vous parler un peu de la Slovaquie. Donc, juste en excusez-moi, il y a une erreur sur le mot Pologne, c'est Slovaquie. Effectivement, oui, on est toujours en Slovaquie. Elena, elle est toute confuse. Je vous en prie. Oui, c'est pas grave. Donc, juste en introduction, pour me présenter rapidement, moi, j'ai participé au développement du groupe Veolia en Slovaquie pendant plus de 15 ans. Je suis aujourd'hui cofondateur et actionnaire d'un fonds d'investissement local, actif dans le secteur de l'énergie et dans le secteur aussi des soins de santé.
Donc, comme ça a été souligné, la Slovaquie est un pays très ouvert. C'est même l'une des économies les plus ouvertes au monde, tournée donc vers l'export et avec de nombreux investisseurs étrangers présents sur son sol. Je vais juste rapidement revenir sur et insister sur quelques caractéristiques du pays qui font de la Slovaquie donc une destination, vous l'avez compris, très attrayante pour les investisseurs et exportateurs potentiels. Emplacement géographique, juste pour dire que c'est notamment donc la région de l'ouest du pays qui est très convoitée par les investisseurs, puisque Bratislava, sa capitale, est à 60 km de Vienne, à 200 km de Budapest et à 300 km de Prague. Donc, le pays, de par sa position en nœud logistique assez important au cœur de l'Europe centrale. Alors, en matière du travail, les Slovaques sont bien formés, respectent les règles, sont efficaces, d'où la meilleure productivité qui a été citée aussi. C'est lié avec la qualité de la main-d'œuvre. La Slovaquie a un important passé industriel, ce qui a cette main-d'œuvre qualifiée a justement attiré de nombreux investisseurs, notamment du secteur automobile, vous l'avez compris, qui développent d'ailleurs des projets à forte valeur ajoutée. Donc, aujourd'hui, plusieurs modèles de voitures électriques ou aussi de la gamme de luxe. C'est notamment des Volkswagen, ils produisent des Porsche, des Q8 et des Touareg à Bratislava. Donc, la main-d'œuvre slovaque est de plus en plus tournée aussi vers des nouvelles technologies. On compte beaucoup de centres de recherche et développement avec une taxation allégée, des aides d'État importantes. Le secteur électronique, on l'a vu, tient aussi une place importante dans l'industrie. Et il y a beaucoup de services, de centres de services partagés. Avec un taux de chômage de 6%, bon, il s'est un peu dégradé avec la crise. Du coup, je dirais plus un avantage puisque le marché du travail est un peu moins tendu que précédemment. Je ne vais plus y revenir, mais comme ça a été dit, je voudrais souligner un atout majeur, c'est l'appartenance donc du pays à la zone euro. La Slovaquie est passée à l'euro en 2009. Une certaine garantie donc de la stabilité économique, monétaire, mais aussi politique. Donc, vous l'avez compris, l'économie slovaque, c'est l'export qui est le principal driver qui tire la croissance du pays. La communauté française, en quelques mots, a des affaires en Slovaquie relativement importantes et connaît des beaux succès en termes de développement. Il y a plus de 400 sociétés françaises qui sont présentes en Slovaquie dans presque tous les secteurs d'activité. J'ai déjà parlé du secteur automobile avec l'usine de Stellantis, anciennement PSA. Il y a à peu près 50 sociétés françaises dans ce secteur, parmi eux les plus grands, Faurecia, Valeo, Plastic Omnium, qui a conçu le plus grand centre de recherche et développement du secteur ici en Slovaquie. Et il y a donc des opportunités de développement aussi par exemple, dans la production des batteries électriques, un projet qui est en cours. Il y a aussi le secteur de l'énergie, très convoité par les groupes français. La production de la chaleur et les services énergétiques sont dominés en Slovaquie par Veolia et Engie. Ils ont très bien réussi dans la région. Donc, ce secteur représente aussi beaucoup d'opportunités, que ce soit dans la partie aussi nucléaire, de réacteurs qui sont actuellement en construction, du service énergétique, mais aussi en matière des énergies renouvelables. Il y a beaucoup de forêts en Slovaquie, donc il y a aussi des opportunités dans l'exploitation de la biomasse forestière, par exemple. Donc la Slovaquie a démantelé aussi d'importants projets d'infrastructure, que ce soit sur le réseau routier, autoroutier, mais aussi dans le ferroviaire. Les groupes Vinci et Colas sont déjà présents dans ce secteur depuis plusieurs années. Il y a aussi le groupe Orange, un des principaux opérateurs des télécoms slovaques, qui continue à investir aujourd'hui, notamment dans le développement de son réseau 5G. Et c'est le secteur des technologies de l'information qui bénéficie aujourd'hui d'importantes aides de l'État en termes d'incitation financière et à l'investissement et à travers aussi une taxation allégée, comme ça a été cité. Donc, il ne faut pas oublier des opportunités dans le secteur des services financiers, commerce, tourisme, mais aussi dans le secteur de la défense, par exemple. Pour terminer, donc, je voudrais juste insister aussi sur la proximité avec la République tchèque, qui vient en fait de notre histoire commune. Donc, beaucoup d'activités sont intégrées sur les deux pays. Donc, si vous approchez le marché slovaque, si vous approchez le marché tchèque, pensez en même temps à la Slovaquie.
Et la Chambre de commerce franco-slovaque que j'ai l'honneur de présider est là pour vous aider à découvrir le pays. La Chambre est le partenaire référencé de la plateforme Team France Export. Nous sommes aussi opérateurs agréés pour le chèque relance export. Et donc, n'hésitez pas de se tourner vers nous pour obtenir plus d'informations sur le marché slovaque. Je fais également partie du comité Slovaquie des conseils du commerce extérieur de la France et nous sommes aussi avec mes confrères prêts à aider les éventuels investisseurs français dans leur démarche. Voilà, j'ai essayé de raccourcir un petit peu. Merci, Monsieur le Président, et merci à MEDEF pour cette opportunité. Merci beaucoup, monsieur Cotte. Nous sommes à temps, puisque nous avions décidé que nous parlerions de l'Ukraine pendant un quart d'heure à partir de maintenant. Donc merci, monsieur Sefranco, merci, monsieur Cotte. La Slovaquie est un pays premier de la classe, d'après ce que je viens de comprendre, bravo. Monsieur, Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur d'Ukraine en France, Monsieur Vadim Omelchenko, je voudrais vous remercier d'accepter de participer à notre webinaire pour nous dire eh bien, toutes les beautés de l'Ukraine, grand pays dont on parle souvent évidemment. Et donc, Monsieur Excellence, je vous passe la parole en vous remerciant encore de nous dire tout le bien que vous pensez de ce merveilleux pays qu'est l'Ukraine. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je suis heureux d'être invité à cette conférence consacrée à l'Ukraine et à d'autres pays voisins. Et je voudrais saluer mes collègues de l'ambassade de Roumanie, de l'ambassade de Slovaquie, et leur remercier pour leur discours très intéressant. Et je voudrais aussi remercier MEDEF Île-de-France pour cette opportunité. Dans de nombreux pays, il existe des stéréotypes sur l'Ukraine en tant que pays pauvre, post-soviétique, en état de la guerre. Mais avant tout, c'est un pays démocratique. Par exemple, 6 présidents ont changé en Ukraine depuis son indépendance. Alors que nos voisins, par exemple, les plus proches de l'espace post-soviétique, comptent toujours un seul. Tout cela est dû au fait que nous avons des médias libres, une société civile développée et active, des élections démocratiques libres. Nous avons traversé à plusieurs reprises des moments difficiles, mais notre objectif a toujours été la transparence et les valeurs démocratiques européennes. Notre pays est un pays à l'économie des marchés ouverts où les technologies numériques se développent très rapidement, malgré la guerre, malgré toutes les difficultés. Il y a un an et demi, notre président a annoncé le lancement d'un programme, l'État dans un smartphone. Pendant ce temps, le Fonds d'État pour le soutien aux startups a été lancé des programmes publics pour le soutien et développement de l'industrie numérique ont été créés. Actuellement, presque tous les Ukrainiens ont leur certificat de naissance, par exemple, leur permis de conduire et une carte de crédit dans leur smartphone. Et les entreprises françaises du secteur numérique ont déjà apprécié le niveau de la qualité de leurs homologues ukrainiens. Même au cours de l'année 2020, difficile, les exportations de services numériques d'Ukraine vers la France ont augmenté de 38%. L'Ukraine a un très fort potentiel d'exportation et de l'investissement. Et je considère que les secteurs les plus attractifs pour la coopération sont les industries chimiques, pharmaceutiques, le secteur informatique, bien sûr, la métallurgie, production d'équipements électriques
et bien sûr le secteur de l'agriculture. En 2019, l'Ukraine occupait 12e place parmi tous les pays exportant les produits biologiques à l'Union européenne. Je voudrais également mentionner qu'en novembre 2020, la 8e réunion de la commission mixte bilatérale de coopération économique a eu lieu. 17 questions ont été examinées et leur nombre augmente à chaque fois. Cette commission est un outil efficace auquel nous invitons les entreprises françaises à participer activement. Nous vous invitons également à profiter des opportunités de coopération, les conseils de l'exportateur et des investisseurs du ministère des Affaires étrangères de l'Ukraine et l'institution publique Ukraine Invest. Cette institution sert à promouvoir l'investissement et fournir des services aux entreprises étrangères souhaitant investir dans notre pays. Je voudrais attirer votre attention sur le fait qu'en cours des 6 dernières années, l'Ukraine a mené plusieurs réformes qui ont assuré notre stabilité financière pendant la crise du coronavirus. Et la réforme de la décentralisation a été réussie complètement. Elle est déjà achevée et contribue au développement économique rapide des régions. Et je vous encourage à prêter votre attention particulière à la coopération avec les régions ukrainiennes. Pour notre part, en tant que l'ambassade, nous encouragerons cette coopération, notamment en augmentant la présence de l'Ukraine dans la région française, à l'aide des consuls honoraires. D'ailleurs, si vous avez candidate au poste de consul honoraire d'Ukraine, nous serons ravis de les considérer. En outre, dans un proche avenir, nous organisons des conférences en ligne entre les régions au niveau des autorités régionales et de business. Et nous invitons le MEDEF et ses membres à nous rejoindre. Enfin, je tiens à vous dire que les portes de l'ambassade sont toujours ouvertes et que vous pouvez toujours compter sur notre aide. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. Excellence, vous avez été très précis et nous avons été passionnés par ce que vous nous avez dit. Évidemment, donc l'Ukraine est très connue par les problèmes que nous connaissons tous, mais peut-être moins connue au niveau économique, et maintenant nous les connaissons un peu plus, sachant que, comme je le dis à tout le monde, après ce webinaire, ce deuxième webinaire, nous allons publier une brochure digitale qui peut même être imprimée avec tous les slides qui sont apparus à l'écran et même d'autres. Donc, tous ces détails seront à votre disposition en tant que petite Bible de l'exportateur ou de l'internationalisation des entreprises en Europe centrale. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. Je vous remercie. Je vais passer la parole maintenant à monsieur Charbel Canan, qui est le président du comité Ukraine et des conseillers du commerce extérieur de la France. Cher Charbel, à vous la parole pour nous dire, pour compléter ce que monsieur l'ambassadeur vient de nous dire. À vous la parole, cher Charbel. Merci, bonjour. Est-ce que vous m'entendez bien déjà pour... Très bien, impeccable. Très bien, oui, comme quoi l'Internet fonctionne très bien en Ukraine. Donc je vais commencer effectivement par vous dire quelques mots essentiellement sur le fait que l'Ukraine a un déficit de notoriété. C'est ce qu'on constate le plus souvent lorsqu'on veut présenter l'Ukraine à des investisseurs potentiels en France ou ailleurs, mais particulièrement en France, c'est que les gens connaissent mal ce pays. Et quand ils le connaissent, ils n'en ont pas forcément une image conforme à la réalité. Donc il y a un déficit de notoriété et il y a un déficit d'image. Et donc, si vous voulez, l'objet de mon court exposé aujourd'hui, c'est justement de vous faire connaître un peu plus
le pays, en tout cas d'un point de vue entrepreneurial, et de corriger peut-être certains défauts de l'image qu'on peut en avoir. Il est important de savoir que l'Ukraine est un marché actif et un marché ouvert. Alors certes, le pays n'est pas membre de l'Union européenne, contrairement à tous les pays qui ont été présentés ce matin. Donc le pays n'est pas membre de l'Union européenne, mais l'Ukraine a un accord d'association avec l'Union européenne, et c'est l'accord d'association le plus complet que l'Union européenne ait jamais signé. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en particulier pour des exportateurs français que leurs produits ne seront pas soumis à des droits de douane lorsqu'ils arriveront en Ukraine, dans la plupart des cas. Les droits de douane sont levés progressivement. Ils ont déjà été levés il y a plusieurs années, par exemple, dans le secteur que je connais le mieux, c'est-à-dire les cosmétiques, les parfums et cosmétiques, qui est un secteur important pour les exportations françaises. Mais ils ont également été levés sur le vin, par exemple, au 1er janvier de cette année, et ils sont levés sur la plupart des produits aujourd'hui en provenance de l'Union européenne. Et inversement, ça veut dire que ce qui est produit en Ukraine n'est pas soumis à des droits de douane lorsque ces marchandises arrivent en Europe. Et ça, c'est pour tous les produits ukrainiens. Ils ne sont pas soumis à des droits de douane en Europe. Ça présente donc deux grands avantages. D'une part, le marché est ouvert à des produits européens, et d'autre part, on peut produire en Ukraine pour exporter vers l'Union européenne. Donc l'Ukraine est une destination aujourd'hui pour des investissements productifs, avec ce qui vient d'être mentionné, c'est-à-dire l'accord d'association avec l'Union européenne, mais aussi avec sa proximité géographique. C'est des coûts très faibles, bien évidemment, ce sont les coûts les plus faibles de la région, avec un coût de la main-d'œuvre qui est limité, mais pas seulement le coût de la main-d'œuvre, la logistique est moins chère qu'ailleurs, etc. Et on est à 4 ou 5 jours de camion de Paris. On ne parle pas de plusieurs semaines, voire plusieurs mois, comme l'Asie du Sud-Est ou la Chine. Donc on peut produire en Ukraine à des coûts qui sont faibles, avec zéro droit de douane en Union européenne et avec des coûts des temps de trajet qui sont très, très courts, et donc une réactivité sur la production qui est importante. Un autre point qui était rapidement mentionné dans la présentation de M. l'ambassadeur, M. Omelchenko, c'est que le climat des affaires en Ukraine s'améliore. Donc, si on se réfère au Ease of Doing Business, c'est-à-dire le classement de référence, qui est le classement de la Banque mondiale, l'Ukraine était 152e au Ease of Doing Business en 2010. Donc, il y a une année, elle est 64e aujourd'hui. Elle a gagné 90 places en 10 ans. Et ce qui est important de dire, c'est que ce gain d'attractivité a été continu année après année, et quel que soit d'ailleurs le gouvernement en place. Comme M. l'ambassadeur l'a bien souligné, le jeu démocratique se passe normalement en Ukraine, les gouvernements changent, les présidents changent, mais malgré tout, il y a une tendance de fond qui est l'amélioration du climat des affaires. Le climat des affaires est, encore une fois, l'Ukraine est passée de la 152e place à la 64e dans le classement du Ease of Doing Business. Tout ceci fait que vous avez beaucoup d'entreprises françaises présentes en Ukraine, on ne le sait pas toujours, en tout cas vu de Paris, et des entreprises qui sont présentes dans tous les secteurs. Par exemple, nous avons deux grandes banques françaises qui sont implantées ici, avec un réseau d'agences et de succursales qui couvrent l'intégralité du pays. C'est la BNP Paribas et Crédit Agricole. Nous avons des grandes entreprises de distribution qui sont ici, avec Auchan, Decathlon, Leroy Merlin, mais également dans le luxe, Chanel, Dior, Louis Vuitton, Cartier, qui ont des boutiques qu'ils gèrent eux-mêmes. Ce ne sont pas des boutiques gérées par des partenaires locaux, ce sont des boutiques qui appartiennent à 100% aux sociétés françaises. Vous avez les grands acteurs de l'agroalimentaire avec Danone, Lactalis et Bell qui ont tous des usines en Ukraine qui produisent ici. Vous avez dans le secteur pharmaceutique Servier, Sanofi, mais aussi des plus petites entreprises comme Biocodex. Vous avez des industriels comme Veralia qui a une usine qui produit donc des bouteilles et des pots. Vous avez Nexans qui produit des câbles intégrés justement à la supply chain de l'automobile de l'Europe centrale. Ces câbles sont ensuite destinés à BMW et à d'autres ou à Volkswagen en Europe centrale. Vous avez bien évidemment beaucoup d'investissements dans l'agriculture ou dans les nouvelles technologies. Ubisoft est présent en Ukraine, Gameloft est présent et des tas d'autres. Je ne peux pas citer tout le monde, mais sachez que la France est le premier employeur étranger en Ukraine. Il y a 30 000 Ukrainiens qui travaillent dans des entreprises françaises. Là aussi, c'est quelque chose qui peut surprendre parce que le pays est plutôt mal connu en France, mais nous sommes le premier employeur étranger en Ukraine. Donc, les entreprises françaises sont ici, elles réussissent, elles sont souvent en croissance. Decathlon prévoit d'ouvrir de nouveaux magasins cette année dans plusieurs villes du pays. Cette position française va être renforcée parce que ce que vient de mentionner chez l'ambassadeur, les grands contrats qui vont avoir lieu, qui ont été discutés entre autres à la commission mixte, dont parlait M. Omelchenko. Donc, vous avez par exemple un contrat important de
fourniture d'hélicoptères, Airbus. Vous avez un contrat pour fournir des frégates OCA à l'Ukraine. Vous avez également une usine de traitement des eaux qui est construite par la France à Mariupol. Et tout ça, ce sont des projets qui sont financés par la France. Donc ça ouvre là aussi de nouvelles opportunités aux entreprises françaises avec des financements qui sont assurés par la France. Donc la France prête cet argent à des conditions favorables à l'Ukraine qui ensuite achète des infrastructures ou des hélicoptères ou autres à des entreprises françaises. Donc, tout ça pour vous dire que l'Ukraine est un marché ouvert qui offre de nombreuses possibilités dans tout un tas de domaines et qu'il faut s'y intéresser et que si vous vous y intéressez, ce que je vous invite à faire, vous avez toute la Team France Export qui est ici à votre disposition. Bien sûr, le service économique de l'ambassade, mais également Business France qui a un bureau ici. Il n'y a plus beaucoup de pays où Business France est présent avec un vrai bureau. Vous avez également la Chambre de commerce française en Ukraine avec avec environ 140 membres. La French Tech qui est également maintenant labellisée en Ukraine, la French Tech, donc French Tech Kiev. Et enfin, bien sûr, les conseils du commerce extérieur de la France que je représente. Merci de votre attention. Merci beaucoup, cher Belkacem. Eh bien, maintenant, nous connaissions l'Ukraine politique et maintenant, nous connaissons l'Ukraine économique. Et ça, c'est très important parce que c'est ça qui nous intéresse, justement, pour que nos exportateurs experts et nos néo-exportateurs puissent venir vers l'Ukraine pour faire des affaires intéressantes dans les deux sens. Merci beaucoup, Charbel. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur Omelchenko. Merci à vous deux. Et nous clôturons donc ces trois pays. Et nous les clôturons sachant que, eh bien, il faut maintenant savoir ce qu'en France, qu'est-ce qui existe pour aider les entrepreneurs, justement, qui en ont des besoins, à se développer vers ces pays-là, Roumanie, Slovaquie, Ukraine et les trois pays de la semaine dernière. Et donc, les premières institutions, ça s'appelle la Team France Export. Vous voyez que la Team France Export publique est composée des conseillers du commerce extérieur de la France, nous avons longuement parlé, tous nos entrepreneurs qui sont présentés en font partie et même sont présidents des comités, que je remercie. Il y a la Chambre de commerce, Business France, qui travaille ensemble, la BPI, qui a l'argent, les douanes, qui a les informations. Voilà, et donc la Team France Export va se présenter à raison au-delà des conseillers commerciaux de la France, ils sont déjà présentés, mais CCI, Business France, BPI, 5 minutes chacun, sachant qu'ensemble, CCI et Business France, j'ai 10 minutes pour parler, puisque vous travaillez ensemble. Et je passe la parole, je crois que M. Rossi n'est pas disponible. M. Rossi, Frédéric Rossi, n'arrive pas à se connecter. Et je crois qu'il ne faut pas l'attendre. Malheureusement, je suis certain que Frédéric Rossi, lors d'un prochain webinaire, j'espère que nous pourrons vous avoir, puisque vous êtes toujours disponible. Et je passe la parole donc à Gilles Dabzi, qui en quelques minutes va présenter, va passer la parole après. On a fait un petit clin d'œil sur la Roumanie, là, au niveau de Business France Roumanie, François Matraire et Adriana Record, de Chambre de commerce France Roumanie. Gilles, à vous. Est-ce que vous m'entendez, Président? Très bien, c'est excellent. Bien, parfait. Bonjour, messieurs les ambassadeurs, mesdames, messieurs, chers amis, chers collègues de la Team France Export. Très rapidement, parce que c'est beaucoup plus intéressant de laisser la parole aux acteurs locaux de la Team France Export, c'est-à-dire monsieur Matraire et mon ami Adriana Record. Un petit mot sur la Team France Export. Cette nouvelle politique, enfin nouvelle, elle a maintenant 2 ans, du gouvernement français qui, enfin, après des années, arrive à faire ce que nous souhaitions tous, c'est-à-dire un réseau public, commun, qui peut permettre à une entreprise, à une PME, à une TPE, à une ETI de mettre en œuvre une stratégie à l'exportation en étant accompagné, en étant guidé, en étant conseillé tout au long de la chaîne. La chaîne, ça commence en France. En France,
où nous sommes enfin un point d'entrée unique pour les entreprises qui est dans chacune des chambres de commerce régionales et où des conseillers issus à la fois de Business France et de la chambre de commerce commencent à discuter, à préparer, à réfléchir avec l'entreprise pour voir un peu en fonction de son produit, des marchés, etc., quelle peut être sa stratégie, ensuite la préparer à mettre en œuvre sa stratégie pour se faire au-delà de la stricte limite de la Chambre de commerce et de Business France. Il y a bien sûr l'appui financier de conseil de la BPI qui fait partie de la Team France Export. Et puis, nous avons un certain nombre de partenaires, de complices qui sont les conseillers du commerce extérieur en France, qui sont un certain nombre de consultants internationaux membres de l'OSCI. Bref, ça part d'un noyau public, mais ça s'étend bien au-delà. Et puis, c'est la même chaîne qui conduit à l'étranger. Et là, aujourd'hui, vous en avez vu l'illustration, puisque vont prendre la parole à la fois la personne de Business France et la personne de la Chambre de commerce française en Roumanie. Et c'est bien vers eux que les entreprises qu'on a reçues, nous, en France, vont être dirigées. C'est de la technique, mais c'est important. On a enfin un CRM commun, c'est-à-dire que le suivi client, il est commun à l'ensemble du réseau en France et à l'étranger. On a un site commun qui permet de désigner l'ensemble des produits et des partenaires qu'on met à la disposition des entreprises. Donc la Team France Export aujourd'hui, c'est un immense réseau sur plein de pays avec en France, donc Chambre de commerce, BPI, Business France et leurs partenaires, et à l'étranger, le bureau de Business France quand il y en a un, et les chambres de commerce qui sont en relais ou en complément pour l'hébergement, pour l'implantation, mais Adriana dira ça beaucoup mieux que moi, et puis un certain nombre d'autres partenaires, et bien sûr, nous nous appuyons sur les autres forces du service public. Je salue mon ami Jean Mainkachi des douanes. Voilà, donc c'est aujourd'hui le gouvernement, depuis 2 ans, a réussi à faire un réseau unique avec un site d'information unique, avec un suivi client unique, et c'est ça dont nous devons nous féliciter. Voilà, pour la France, c'est simple, vous allez à votre chambre régionale de commerce et vous y trouverez des conseillers, peu importe de leurs origines. Voilà. Et à l'étranger, je laisse la parole à M. Matraire et à Mme Record. Donc, M. François Matraire, je ne sais pas comment vous allez vous organiser entre François et Adriana. M. François Matraire, c'est Business France Roumanie, Adriana, la Chambre de commerce. Vous avez 5 minutes tous les deux. Je ne sais pas comment vous allez vous organiser. Je suis à votre... Allez-y. Monsieur le Président, est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Vous m'entendez bien? Ça passe? Oui, très bien. Parfait, merci. Merci beaucoup au MEDEF Île-de-France pour organiser cet événement. Gilles, comme tu viens de le dire, on a maintenant un guichet unique en France. Et tu l'as précisé, maintenant, on a un guichet unique Team France Export à l'étranger et sur la zone Europe centrale et orientale, ça ne fait pas... Il n'y a pas de différence. Nous allons faire un petit peu de plaquette avec Adriana pour vous présenter toute la force que nous mettons à la disposition des entreprises françaises pour adresser les marchés d'Europe centrale et orientale, et en particulier la République slovaque, la Roumanie, l'Ukraine, évidemment. Merci et bravo à messieurs les ambassadeurs et les CCE pour la prouesse d'avoir présenté l'intérêt et la beauté de venir et de s'intéresser à ces pays pour les entreprises françaises. Une chose qui est très importante aussi à retenir, c'est que les PME françaises, malheureusement aujourd'hui, sont sous-représentées quand on sait à quel point la présence des grands groupes français et des grosses ETI françaises est importante. Malheureusement, les entreprises exportatrices s'intéressent encore assez peu, trop peu à ces pays-là, et nous sommes là pour les soutenir avec donc le dispositif du guichet unique de la Team France Export on va parler de la Slovaquie, la Roumanie et l'Ukraine. Roumanie et l'Ukraine avec un bureau Business France dans chacun des pays. Notre ami des CCF d'Ukraine vient de le dire, avec une puissance de frappe qui est plus d'une vingtaine de collaborateurs experts pour accéder à ces pays-là en amorçage, en identification de partenaires commerciaux, en identification
l'identification des opportunités. Sur la Slovaquie, Monsieur le Président de la CCI franco-slovaque l'a mentionné tout à l'heure, la Chambre est partenaire référentiel de France Export pour la prospection des entreprises qui cherchent des débouchés, avec le contact de Susanna Desjardins qui est sur ce pays-là pour vous y aider. Sur ces pays-là, je précise, et c'est très important, que la Team France Export en France est là pour aider les entreprises à trouver des opportunités, même dans la période la plus noire de crise. Je vais peut-être passer au slide suivant pour vous montrer un exemple. Alors là, évidemment, tous les secteurs et toute la force de frappe dont je parlais à l'instant pour accompagner sur les différents secteurs. Et le slide suivant pour vous présenter une success story qui est intéressante, que je voulais mentionner. Plein d'autres qu'on a traités depuis le début de la crise au mois de mars. Une société, la structure, qui est dans la région de France d'ailleurs, qui entre avril et décembre a réussi non seulement à trouver des clients, des partenaires, à vendre des véhicules spéciaux comme vous voyez à l'écran, mais aussi à commencer les formations à distance avec les commerciaux. Donc vraiment un grand succès et une implantation qui va arriver très rapidement pour cette société et on l'espère évidemment avec le soutien d'Adriana Record de la Chambre de commerce, comme sur tous les autres pays de la zone où on est en partenariat étroit avec les chambres de commerce bilatérales pour cette activité de soutien à l'implantation de la domiciliation. Je passe la main à Adriana pour la suite. Merci beaucoup. Merci beaucoup François Matraire, merci. Et nous passons la parole donc à Adriana Record qui nous parle de la Chambre de commerce française en Roumanie. À vous, Adriana. Bonjour à tous. Merci de cette invitation et de m'avoir permis de témoigner en complémentarité de François Matraire et de l'activité de Business France. Effectivement, comme Son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, le président des CCEF et le directeur de Business France l'ont dit précédemment, on est en Roumanie une équipe complète d'accompagnement, un pays qui offre aujourd'hui beaucoup d'opportunités de développement. Juste un chiffre pour témoigner de cette attractivité. 3600 entreprises à capitaux français sont installées en Roumanie. Et historiquement, depuis 30 ans, c'est une présence française forte qui, comme je disais, témoigne de cette proximité économique et culturelle entre les entreprises françaises qui souhaitent se développer à l'international et ce pays de l'Europe de l'Est, notamment dans des secteurs comme l'industrie, la distribution, les services, et ainsi de suite. Sur place, la Chambre de commerce française en Roumanie fête cette année 25 ans. On est une chambre relativement jeune dans le réseau, mais ambitieuse, avec un tissu de 550 entreprises membres, avec une équipe biculturelle, avec des équipes trilingues, enfin des gens qui parlent bien sûr français, anglais et roumain, en s'appuyant sur nos partenaires locaux, les membres, les autorités publiques, les investisseurs français. On travaille bien sûr à Bucarest, mais aussi dans toute la Roumanie, dans les régions, en partenariat avec des communautés locales. Et on s'appuie beaucoup sur 14 comités sectoriels que ce soit dans l'agriculture, les infrastructures, la santé, ainsi de suite, qui permettent en fait à remonter les informations de terrain et le savoir-faire de cette communauté et de transposer ça dans notre relation avec les entreprises qui souhaitent se développer et s'implanter notamment en Roumanie. Nous sommes depuis l'année dernière référencés Business France sur toute la partie ancrage et juste un exemple pour vous témoigner en fait du parcours client et de la complexité, de la diversité de services que l'entreprise a accédé. Je prends l'exemple de Visitech. Il a démarré il y a 2 ans avec un recrutement VIE. Il a été domicilié à l'époque, il est toujours d'ailleurs dans notre business center, le Booster, avec son siège social et son collaborateur. Il est devenu bien sûr membre en bénéficiant du networking, de la mise en contact, des 200 événements que la Chambre organise chaque année. Il a développé son pipe commercial, sa prospection locale. Aujourd'hui, il travaille pour des grandes marques comme Dacia, Ford et d'autres industries en Roumanie. Et aujourd'hui, il est prêt à prendre son envol, comme on dit, parce qu'il il a créé sa filiale et
il va reloquer ses bureaux dans des espaces plus grands, leur permettant d'accommoder des besoins logistiques importants. Et donc, cet exemple témoigne de la diversité des services dont je vous parlais tout à l'heure. Et pour clôturer mon propos, je voulais juste vous inviter cet après-midi à 15h30 à un atelier opportunité Roumanie sur le Business Booster Forum Europe, où vous aurez l'occasion de parler aux responsables EasyTech si vous êtes intéressé à avoir un témoignage plus complet. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Adriana Record. Merci à Gilles, merci à François, merci à Adriana, merci à Business France et la Chambre de commerce. Et nous passons la parole au troisième. Mais tout le monde est à parité dans la team France Export, d'autant plus que le financeur a une parité supérieure peut-être aux autres, parce que sans finance, c'est le nerf de la guerre. Donc Didier Biche, merci Didier de BPI France Export, qui va nous apprendre, une fois que les marchés ont été déterminés par Business France, les CCI et les CCE, comment financer tout ça. Donc, je passe la parole à Didier Biche en vous remerciant beaucoup, cher Didier, d'être toujours présent au webinaire. Cher Didier, 5 minutes. Merci beaucoup. Ah, Didier Biche n'est pas là. Didier Biche n'est pas là. Allô? Donc, si, je suis là. Allô, Didier? Oui, je suis là, non? Ah, ben voilà. Ben voilà, si. Bonjour Didier. Oui, on entend bien, on vous voit bien, on vous voit bien. Bon, voilà. Je vous remercie. Pour les slides, mais en 5 minutes, de dire tout le bien que vous pensez de l'argent que vous donnez aux entrepreneurs. Voilà. Donc, effectivement, merci, Président. Et comme vous l'avez si justement précisé, donc, et comme l'avait déjà précisé aussi Gilles Dabzi, nous sommes effectivement partie prenante de cette Team France Export et nous sommes, on va dire, l'argentier de cette Team France Export et afin de permettre aux entreprises de financer leurs ambitions à l'international. Donc, très concrètement, on va aujourd'hui, et compte tenu du temps qui m'est imparti, se focaliser sur ce que j'appelle le triptyque d'accompagnement et principalement, là, vous voyez sous vos yeux, là, au travers le slide, l'ensemble du continuum produit qu'on met à disposition des entreprises pour conquérir l'international. Mais encore une fois, on va se concentrer, si vous le voulez bien, sur ce fameux triptyque qui est constitué d'une famille de produits assurance prospection, du prêt croissance internationale et après, on vous parlera rapidement de la garantie de projet à l'international. Donc, pour prospecter, il faut de l'argent et afin que les entreprises n'aient pas trop à tirer dans leur trésorerie, BPI France, au travers donc, des produits que nous gérons au nom et pour le compte de l'État français, met à disposition des entreprises des financements. Le premier de ces financements, c'est la famille Assurance Prospection qui, depuis peu, se décline en 2 produits. Un produit qui s'appelle l'assurance prospection accompagnement, qui vient probablement combler un trou dans la raquette qui existait après la disparition de l'assurance prospection premier pas, qui a disparu il y a environ 3 ans et qui s'adressait aux primo-exportateurs. Le constat qui avait été fait s'agissant de ces primo-exportateurs, c'est que lorsqu'ils partaient un peu esselés, entre guillemets, à la conquête de l'international, ça se passait généralement pas très bien et il n'y avait pas d'effet retour. Donc, pour pallier cela, BPI France et ses partenaires, ceux autour de la table aujourd'hui, si j'ose m'exprimer ainsi, ont décidé de mettre en œuvre ce produit qui s'appelle l'assurance prospection accompagnement et qui, comme son nom l'indique, fait une part importante à l'accompagnement des entreprises. C'est-à-dire qu'on ne va pas uniquement les aider financièrement, on va leur imposer, on peut dire cela ainsi, leur imposer un accompagnement et cet accompagnement sera réalisé soit par Business France, soit par les chambres de commerce, soit par un membre de l'OSCI. L'idée étant que ces primo-exportateurs ne soient pas livrés tout seuls à l'international et qu'ils aient pu en amont être aidés quant à tout simplement définir leur business plan. Donc ça, c'est le premier produit qu'on peut proposer à des entreprises que je qualifierais de primo-exportatrices. Deuxième produit qui
se confond avec la nuit des temps, si j'ose dire. Hein, c'est l'assurance prospection. Donc, je le dis et je le répète, c'est des produits que nous gérons pour le compte de l'État. L'assurance prospection, c'est quoi? C'est pour les entreprises capables de définir un business plan à l'international sur 2 ou 3 ans, c'est leur donner les moyens et de gros moyens pour conquérir ces marchés au travers une aide financière qui va leur être accordée, aide financière qui, encore une fois, n'a pas de limite, si ce n'est leur fonds propres, hein, et qui peut correspondre véritablement à l'effort qu'elles vont engager pour prospecter les marchés visés. Alors, c'est quoi cet effort? Ben, c'est bien évidemment des voyages sur zone quand on peut ou quand on pourra les faire. C'est la participation à des salons, c'est des études de marché hein, faites par notamment les représentants de la Team France Export qui se sont déjà exprimés. C'est participer, je l'ai dit, à des salons, à des colloques, c'est créer ex nihilo des structures hein, dans les pays visés par l'action de prospection. Donc, c'est des coûts en fait récurrents qui seront pris en charge par ce produit qui est l'assurance prospection. Alors, pas à 100%, à 65%, hein, mais tout de suite, BPI France versera une partie de l'aide pour permettre à l'entreprise de financer ainsi sa démarche de prospection. L'assurance prospection, le principe est simple, hein, on ne rembourse tout que si on gagne, et gagner, c'est générer du chiffre d'affaires. Donc voilà, ça c'est le premier silo, si j'ose dire, ou pilier de cette aide financière. Deuxième silo, c'est ce qu'on appelle le prêt de croissance à l'international. C'est un produit qui est, comme son nom l'indique, un prêt, hein, qui est un prêt qui va financer de l'immatériel. Je reprends mon exemple, l'entreprise souhaite prospecter, elle a commencé à identifier un marché porteur, elle veut s'y installer durablement, j'entends par durablement créer une structure locale, hein, une filiale, et elle a besoin de financer cette installation. Le prêt de croissance international peut y répondre. Le prêt de croissance international, c'est un prêt qui, encore une fois, a un spectre relativement large, hein, parce que les prêts accordés vont de 30 000 à 5 millions d'euros. Hein. C'est un prêt en cofinancement avec un établissement bancaire et c'est surtout un prêt avec un différé d'amortissement de 2 ans. C'est un prêt sur 7 ans, mais l'entreprise ne commence à rembourser qu'au terme de la 2e année. 3e, 4e, 5e, 6e et 7e année, ces années de remboursement au préalable, c'est des années au cours desquelles elles vont se contenter de rembourser les intérêts. Donc ça, c'est la 3e composante de ce que j'appelle le triptyque de l'accompagnement. On a aussi, bien évidemment, en corollaire de tout cela, d'autres risques qui peuvent survenir. Je pense au risque d'impayés des clients. Donc là, on a un volet assurance crédit. Je pense aussi à la nécessité qu'ont certaines entreprises de vendre leurs produits ou leurs prestations tout en apportant du financement. C'est le crédit export, hein, où là, BPI France, au travers des solutions, soit de rachat de crédit fournisseur, soit de crédit acheteur, va permettre à l'entreprise d'offrir à son client une offre de financement. C'est-à-dire que là, vous comprenez bien qu'on va permettre à ces entreprises exportatrices d'avoir une offre complète. Je vends mes prestations ou mes équipements et en plus, j'apporte du financement à mon client. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le crédit export. On va passer sur le dernier volet, encore une fois, du triptyque, hein, je le rappelle, assurance prospection, prêt de croissance internationale et garantie de projet international. Alors, c'est quoi cette garantie de projet international? C'est un produit qui va permettre à l'entreprise de protéger son investissement réalisé à l'étranger. Hein, non pas le protéger contre un environnement que je qualifierais de politique, hein, pour ça il y a l'assurance investissement, mais qui est un produit également que nous gérons pour le compte de l'État et qui peut être complémentaire, mais sur des pays à environnement économique classique, je vais dire, la garantie de projet international va permettre à un chef d'entreprise, à une entreprise, de sécuriser le capital qu'il investit ou que cette entreprise investit pour, encore une fois, créer une filiale, participer à une joint venture et avec comme finalité, bien évidemment, que ça réussisse et que la filiale devienne autonome, mais que cette filiale génère du chiffre d'affaires. Mais si malheureusement l'entreprise s'est trompée, si malheureusement le marché est moins porteur qu'elle ne le présumait, ces investissements peuvent être perdus. Donc, l'énorme intérêt de la GPI, c'est de garantir autour de 50% tous les investissements
qui ont été réalisés. Alors aujourd'hui, la GPI s'applique sur tous les pays étrangers à l'exception des pays de l'Union européenne. Des discussions sont en cours avec l'administration pour porter courant 2021, alors peut-être, on l'espère, premier trimestre, hein, pour porter ce produit également sur la zone de l'Union européenne, de manière à, encore une fois, sécuriser les investissements qui pourraient être faits par les entreprises françaises exportatrices sur des pays de l'Union. Alors, clairement, comment ça fonctionne? L'entreprise va investir, donc elle va apporter en capital à sa filiale des sommes d'argent, elle va participer en compte courant. Tout ceci va permettre à la filiale de fonctionner. La filiale, les premières années, va consommer du cash et peut-être que malheureusement, au terme de 3 ans, 4 ans, 5 ans, que sais-je, l'entreprise va devoir faire ce triste bilan que malheureusement, la structure locale n'a pas trouvé son marché et qu'il convient d'arrêter les frais, si je veux dire. Et à ce moment-là, elle pourra activer la garantie. Et cette garantie, c'est ni plus ni moins que l'indemnisation à 50% des sommes investies. Voilà. Hein, donc, rapidement, pour se résumer, un continuum de produits relativement important, et je vous invite à en prendre connaissance, mais 3 produits phares pour la conquête de nouveaux marchés, la famille assurance prospection, le prêt de croissance international et la garantie de projet international pour pallier, encore une fois, le risque lié à l'investissement. Merci de m'avoir écouté et très volontiers, je passe la parole, mais notre président va le faire à Jean que je vois en train de clignoter là. Voilà. Merci à tous et à votre disposition. Merci Didier Biche. On a pris 5 minutes de retard, mais ça valait le coup dans la mesure où l'argent c'est le nerf de la guerre et il est bon de savoir tout ce que la BPI peut fournir ou peut aider. Comment la BPI peut aider les entrepreneurs. Donc tout ça, vous l'aurez dans votre brochure et dans le détail, évidemment, il va falloir regarder dans le site BPI France. Merci beaucoup à BPI, merci beaucoup à Didier de nous présenter toujours les dernières nouvelles de financement export BPI France Export. Merci Didier. Maintenant, nous passons la parole à la douane, Jean Mencacci, qui est le directeur régional en charge de la douane, le directeur régional export sur la douane, sachant que la douane nous apporte plein d'informations, en plus au-delà de nous demander de l'argent pour payer pour le droit d'importation ou d'exportation, mais Jean va nous dire tout le bien qu'ils peuvent faire aux exportateurs en information. Jean, je vous passe la parole, je vous remercie de participer. À vous, Jean. Merci. Bonjour, merci Michel, bonjour à tous et meilleurs vœux à ceux que je n'ai pas eu l'occasion de parler. Alors dans mon propos, je vais séparer les 2 cas, le cas de l'Ukraine et le cas de la Roumanie et de la Slovaquie, puisque comme vous l'avez bien deviné, l'Ukraine est un pays tiers à l'Union européenne, donc c'est un cas un petit peu à part. Donc juste pour vous rappeler que en matière d'échange intracommunautaire, les entreprises sont soumises à une déclaration d'échange de biens, la DEB, qui est obligatoire notamment quand on vend au premier euro dans un pays membre de l'Union européenne. Et donc, il faut absolument que les entreprises soient bien au courant qu'il faut remplir cette petite formalité très largement simplifiée. Et d'ailleurs, les Britanniques s'en rendent compte désormais. Donc, il faut penser à la DEB, à l'expédition et à l'introduction. Il y a un seuil, mais il faut quand même y penser. Voilà, donc le seuil, ils sont indiqués ici. Et je voudrais juste rappeler qu'en matière de circulation des marchandises, le principe, c'est la libre circulation, mais que sur certaines marchandises très particulières, sensibles, ou alors les produits soumis à accise, il y a des petites restrictions, en tout cas des petites précautions à prendre. Et donc, vous le voyez, vous aurez la slide comme vous l'avez indiqué, cher Michel, mais en tout cas, il faut vraiment avoir ça à l'esprit. Oui, on peut passer à la slide suivante, juste pour vous indiquer que en matière de vente intracommunautaire, donc là, encore une fois, le cas de l'Ukraine est un petit peu à part. Il faut distinguer 2 choses. Quand vous avez un acheteur professionnel, donc en Slovaquie ou en Roumanie, le principe, ce sera une vente hors taxe et la TVA sera payée à destination dans le pays de destination. Donc ça, c'est assez connu. Vous avez les conditions pour pouvoir bénéficier de ce principe-là. Et donc, il n'y a pas de grosses difficultés. J'attire votre attention en revanche sur l'acheteur particulier. Donc, quand vous vendez sur des plateformes de e-commerce, quand vous vendez sur des marketplaces, il faut savoir qu'il y a un seuil à partir duquel il faudra payer la TVA à destination et non pas la TVA française.
Vous voyez les seuils qui sont en euros sur votre droite. À partir du moment où vous dépassez ce seuil de vente à destination de la Roumanie ou de la Slovaquie, vous allez devoir basculer sur une autre procédure et donc payer dans le pays de destination et non pas en France. Voilà. Donc faites attention à ça. Le e-commerce explose en ce moment et donc les seuils peuvent être rapidement atteints. Donc vraiment, j'attire votre attention sur cette situation-là. On peut passer à la slide voilà, la slide suivante qui est sur l'accord de libre-échange UE-Ukraine. Comme l'a indiqué votre collègue CCE, les droits de douane ont quasiment été supprimés entre l'Ukraine et l'Europe. L'idée de cet accord, évidemment, c'est de rapprocher un petit peu les législations, les règles, les procédures, les normes entre l'Union européenne et l'Ukraine. Donc, en matière de droits de douane, cher Michel, vous voyez, on ne cherche pas à les faire payer, mais au contraire à les supprimer. Pour cela, il faut quand même remplir quelques conditions. Et les conditions, c'est que soit le produit soit entièrement obtenu dans l'Union européenne ou en Ukraine. Évidemment, par exemple, si vous vendez une pomme en Ukraine, évidemment, il n'y a pas de problème. Mais si vous importez une pomme ou une pomme de terre d'Ukraine, il n'y aura pas de droit de douane, évidemment. Et vous aurez évidemment rempli cette condition. Et il est aussi possible de bénéficier donc de la suppression ou de la réduction très forte des droits de douane à condition que le produit soit fabriqué dans l'Union européenne ou en Ukraine, à partir de matières premières venant d'un pays tiers. Évidemment, on fabrique assez peu de coton. Donc, si vous faites votre chemise en Ukraine et que vous la vendez à la France, il n'y aura pas de problème. Vous pourrez bénéficier de l'accord de libre-échange à condition qu'il y ait une transformation suffisante dans l'une des parties prenantes. Et évidemment, l'idée, c'est pas de faire tourner les usines chinoises et de faire un joli packaging en France ou en Ukraine. L'idée, c'est que on puisse, à travers cet accord de libre-échange, favoriser le développement économique de à la fois de l'Union européenne et de l'Ukraine. Dernier petit élément, évidemment, comme c'est un pays tiers à l'Union européenne, vous pouvez pas bénéficier de la déclaration d'échange de biens et vous devrez faire une déclaration d'importation ou d'exportation à chaque échange. Voilà, la DEB ne s'applique pas dans ce cas-là. Ça permet de faire le lien avec l'autre slide qui, plutôt du coup pour la Roumanie et la Slovaquie, c'est que si vous voulez bénéficier des accords de libre-échange qui ont été signés par l'Union européenne, donc soit avec l'Ukraine mais avec d'autres pays, avec le Canada, le Vietnam, le Japon, il faut que votre produit soit considéré comme étant originaire de l'Union européenne. Et donc, comment on peut faire ça? Soit on peut relocaliser une partie de sa production hors Union européenne en Union européenne, soit évidemment on peut modifier son sourcing pour avoir un maximum de produits ou de matières premières déjà originaires de l'Union européenne. Et donc, vous pouvez très rapidement, sur le petit outil que vous avez là sur la gauche, Access to Market, qui est encore en anglais mais qui devrait être traduit bientôt, vous pouvez estimer le gain que vous pouvez faire en matière de droits de douane entre une marchandise qui est Union européenne et une marchandise qui est non Union européenne au sens douanier du terme. Et donc, vous pouvez rapidement estimer les gains que vous pourrez faire si vous avez cette origine Union européenne. Donc, c'est vraiment très intéressant de réfléchir à ça pour construire son business model. Et évidemment, c'est aussi intéressant pour chercher des opportunités export. Et typiquement, l'Ukraine, évidemment, est une opportunité pour les entreprises françaises, puisqu'il y a cet accord de libre-échange qui est très intéressant, encore une fois, à condition d'avoir l'origine UE. Et voilà, donc si vous souhaitez alors oui, il y a un accompagnement, je précise, gratuit à destination. Vous savez que dans le bilan export qui a été rédigé, le principal motif obstacle à l'export, c'est les contraintes administratives et réglementaires. Et pour lever une partie de ces contraintes, vous pouvez prendre attache avec l'attaché douanier à Belgrade, qui peut vous conseiller sur les règles fiscales et douanières à destination de la Roumanie. Et vous pouvez échanger avec l'attaché douanier en Ukraine, enfin à Moscou, qui est compétent sur l'Ukraine. Vous avez l'adresse là qui vous est à disposition. Et puis si vous, de manière générale, vous souhaitez un accompagnement de la douane, vous pouvez nous contacter, alors soit avec les adresses fonctionnelles que vous avez là, soit sur mon LinkedIn, je vous répondrai sans aucune difficulté. Merci Michel. Merci Jean, merci pour toutes ces informations sur la douane. Vous voyez, la douane, ce n'est pas uniquement des personnes qui vous prennent de l'argent, c'est des personnes qui vous informent. Et c'est des personnes qui vous disent attention, il faut faire ci, attention, il faut faire là. On n'exporte pas ou on n'importe pas, ou on ne fait pas du business en s'implantant ailleurs sans connaître les réglementations et les lois. Merci Jean d'être toujours présent à nos webinaires. Un grand merci. Nous avons vu la Team France Public, Conseil commercial de la France, la CCI, Business France, BPI et la douane. Et maintenant, nous passons à la Team France Export Privé,
que j'appelle privés, c'est-à-dire les opérateurs spécialisés en commerce international, OSCI, et puis il y aura le MEDEF international. Donc, s'il vous plaît, je pourrais passer la parole, merci, à Vassilina Somok et Marc-Pascal Liot. Et donc, je ne sais pas qui veut démarrer, mais je crois que c'est Vassilina Somok. Oui, c'est moi. Ouais. Voilà, Vassilina, je vous passe la parole en peu de minutes, s'il vous plaît, puisqu'à tous les deux, vous avez droit à 5 minutes, chère Vassilina. Merci beaucoup d'être avec nous. Super, merci Monsieur le Président. Je suis vraiment ravie d'être aujourd'hui parmi vous. Donc, je suis Vassilina Somok, directrice associée de la société Intertrade. Avant de vous parler de Intertrade et de l'Ukraine, de notre expérience en Ukraine, je veux bien toucher quelques mots sur l'ECI, donc la fédération professionnelle qui réunit différents acteurs, opérateurs spécialisés en commerce international, dont moi et Marc en fait partie. Donc, nous avons plusieurs types de sociétés qui puissent accompagner différentes structures, différents clients français à l'international, pas que en Europe de l'Est. Donc, commençant par la définition de la stratégie jusqu'à vraiment la mise en place opérationnelle. On propose différents types d'activités, notamment donc tout ce que la stratégie, les diagnostics export, business plan, on accompagne sur tout ce que supply chain, logistique et vraiment la gestion de projet RH. On peut passer peut-être à la slide suivante. Donc voilà, ici quelques chiffres. Donc on est plus de 150 adhérents, c'est quand même pas négligeable. On a pu accompagner ce dernier temps plus de 50 000 sociétés, donc entreprises françaises. Et notre valeur, notre force en fait, c'est qu'on est présent en local, à l'international. Donc on a 40 délégations à l'international et également on a des délégations régionales en France. Donc nos clients, vous demain, vous pouvez faire appel à différentes structures donc, qui font partie de l'ECI. On peut peut-être passer à la slide suivante. Voici. Donc là, aujourd'hui, je vais parler vous très rapidement de Intertrade et notre expérience en Ukraine. Donc, Intertrade, c'est une société française. On est basé en temps normal quand on n'est pas confiné à la Défense, à Paris. Et historiquement, on a commencé par l'Ukraine. Donc, on a un bureau en Ukraine et ensuite, on a développé notre expertise dans d'autres pays de l'Est. L'année dernière, on a pu ouvrir, malgré la crise, les pays de Baltes également. On travaille en partenariat avec Business France, avec BPI, avec Banque européenne d'investissement pour vraiment les gros projets d'investissement. On est membre de l'ECI et on est opérateur agréé par la Business France pour le plan Relance Export. Donc, nos clients, ils puissent financer une partie de notre accompagnement avec les chèques Relance Export. Donc, notre valeur ajoutée, on est présent en local. Donc, c'est ce qui n'est pas négligeable vu la situation actuelle, on ne peut pas se déplacer. Et en fait, on a 4 pôles de compétences. Je ne vais pas aller en détail, mais très rapidement. Donc, tout ce que le développement en Europe de l'Est, commençant par l'étude de marché, étude de faisabilité, jusqu'à vraiment la mise en place, ouverture de filiales, support opérationnel sur toutes les questions supply chain logistique, IT digital, on travaille avec la French Tech en Ukraine notamment, avec Dominique Côté par exemple, et tout ce que sourcing et fabrication pour diversifier le sourcing de nos clients et faire fabriquer par exemple en Ukraine et comme Jean vient d'évoquer pour bénéficier justement de cet accord de libre-échange en fait entre l'Union européenne et l'Ukraine. On peut passer à la slide suivante. Donc comme les intervenants précédents, et viennent d'évoquer, mission ambassadeur, mission canon également. Donc, l'Ukraine, il représente énormément d'avantages, donc la proximité culturelle, géographique, l'accord de libre-échange. Et en fait, je veux bien vous donner quelques exemples opérationnels de nos clients qu'on a pu réaliser l'année dernière. Donc, par exemple, étude de marché, recherche des distributeurs pour un de clients en PME française de Pays de la Loire spécialisé en machines agricoles. Donc, on a pu trouver un distributeur en Ukraine et également dans le pays de Baltes. Ensuite, on a réalisé un business plan pour l'ouverture d'une filiale en Ukraine pour un des clients qui est spécialisé en tout ce que dermocosmétique parce qu'ils veulent ouvrir un laboratoire en Ukraine, donc une filiale. Ensuite, en fait, on travaille sur la partie digitale et
digital avec French Tech de temps en temps et en direct. Donc, par exemple, on a pu accompagner une start-up spécialisée en HSE. Ils ont déjà une plateforme digitale en France. Ils voulaient créer une équipe dédiée qui travaille en distance basée en Ukraine. Et dernier exemple ici, parmi plusieurs exemples, donc sourcing et production, on a accompagné une société spécialisée en produits électroménagers dans la recherche et diversification de leur sourcing parce qu'en fait, ils voulaient trouver des fournisseurs plus proches justement à la France pour simplifier la supply chain pendant la crise. Et du coup, on les accompagnait sur vraiment le mapping de fournisseurs en Europe de l'Est et notamment en Ukraine et mise en place en fait tous les contrats, toutes les formalités opérationnelles. Et voici, merci beaucoup Jean. Et je passe la parole à Marc, qui est notre confrère et également membre de l'ESTI. Merci Vassilina. Ça montre que donc Intertrade Consulting, il y a un peu partout, il y a des opérateurs spécialisés en commerce internationaux qui peuvent aider toutes les entreprises dans tous les pays, et donc là, en Ukraine, Vassilina. Et puis, on passe la parole à Marc-Pascal Huot pour la Roumanie East Strategy. À vous, cher Marc. Oui, bonjour, messieurs, bonjour, mesdames, messieurs. Vous m'entendez bien? C'est bon? Oui. Peu de minutes, mais enfin, si vous pouvez. Donc, j'ai créé une stratégie en 1992. J'ai créé une stratégie en 1992, cabinet d'accompagnement international spécialisé sur la Roumanie, Bulgarie et Moldavie. Nous avons 2 bureaux, un à Bucarest et un à Sofia. Nous réalisons à peu près 30 à 50 missions par année. Et la durée de ces missions est entre 2 et 3 ans. Ça dépend des activités, ça dépend des clients. Nos clients sont des PME, TPE, ETI et grandes entreprises. Nous sommes axés sur tout ce qui est business, terrain et résultats. Nos activités principales, c'est la recherche de distributeurs et représentation commerciale, recherche de sous-traitants, sourcing et contrôle de qualité, recrutement et portage salarial. Nous avons le commercial de plusieurs sociétés et le SAV de plusieurs sociétés pour l'Europe de l'Est. Nous effectuons pas mal d'implantations, du M&A, restructuration et management de transition depuis 4 ans. Nos domaines principaux d'activité sont la mécano-soudure, chaudronnerie, fonderie et extrusion alu, agri, dans les domaines agri-agro, industrie du bois, textile, services et plastique et composite, que ce soit en injection ou maintenant en thermoformage. Depuis peu, nous menons aussi beaucoup de missions de relocalisation de production d'Asie en Roumanie, surtout tout ce qui est mécano-soudure et du bois et pas mal de composites pour le sanitaire. De plus en plus de missions de rachat d'unités de production et de sociétés de services. Depuis 3 à 4 mois, nous avons beaucoup de demandes sur la zone de rechercher des sociétés pour des investissements et pour s'agrandir dans la zone, pour vendre dans la zone. Cette zone, la Roumanie, est quand même un pays très porteur et aussi beaucoup de nos clients veulent vendre sur la zone, pas seulement acheter ou produire en Roumanie pour exporter, mais aussi vendre sur la zone, qui est un marché porteur. Tout ce qui est Roumanie, Bulgarie, ça commence à être des gros marchés porteurs. Nous sommes notre cabinet est le correspondant de la Fédération électromécanique française, de plusieurs banques françaises et belges et différentes régions de France, 16, et nous sommes agréés Chèque, Relance Export et BPI. Donc, je suis moi-même implanté sur la Roumanie depuis près de 30 ans et nous avons 10 collaborateurs sur tous ces pays-là. Voilà, je pense que j'ai été clair. Je vous remercie. Merci beaucoup, Marc-Pascal Huot. Vous êtes roumain maintenant, depuis 30 ans. Plus que la moitié de ma vie en Roumanie, oui. Et voilà. Donc, vous avez tout à nous dire. Merci beaucoup. Vous voyez, les OSCI, ce sont des organismes qui connaissent très bien les pays et qui peuvent vous aider. Et ça, c'est 2 exemples parmi tant d'autres. Merci beaucoup, Vassilina. Merci beaucoup, Marc-Pascal. Nous passons la parole au 2e et dernier point je dirais pas dernier, Team France Export Privé, mais une organisation qui est mondialement connue, qui est le MEDEF International et qui fait plein de choses intéressantes pour aider les entrepreneurs à connaître un certain nombre de pays, avec Géraldine Lamblay, qui est toujours présente aussi à nos webinaires, directrice générale adjointe du MEDEF International. Géraldine, je vous passe la parole et je vous remercie de participer. 5 minutes. Géraldine. Très rapidement. Ah, ben pardon, voilà, vous m'entendez là, c'est bon?
Oui, pardon. On avait besoin de vous. Vous nous manquiez. Très rapidement, oui. On commence par la famille Medef, on termine par la famille Medef. Donc bonjour à tous. Ravi de vous retrouver. Je vais être très bref, je vais peut-être pas dérouler les slides. Regardez le beau sourire de Géraldine. Je suis toujours ravie quand je vous vois, Michel. Allez-y. Rapidement, donc simplement vous rappeler que MEDEF International est le premier réseau d'affaires privées français à l'international, que nous sommes un service privé financé uniquement par les entreprises et que nous agissons collectivement. Ce réseau d'entreprises, il est à la fois privé évidemment, c'est aussi bien de petites entreprises que moyennes et grandes, que public, puisque nous interagissons très régulièrement à la fois avec le Quai d'Orsay, Bercy, Matignon, voire l'Élysée en fonction des sujets que nous traitons, et évidemment avec les gouvernements étrangers. Notre réseau à l'étranger, c'est également tous les patronats du monde, c'est-à-dire les équivalents du MEDEF lorsqu'ils existent, ça dépend un peu des pays. Et donc, grâce à ce réseau, nous permettons aux entreprises de se tenir informées sur les marchés qui les intéressent, d'échanger des expériences, de faire avancer leurs projets, de débloquer parfois des situations difficiles parce que tous les marchés ne sont pas aussi, je veux dire, pas aussi simples que celui de la France. Non, celui de la France, c'est pas forcément très simple non plus. Le MEDEF en sait quelque chose. Mais voilà, il y a des questions qui peuvent se poser en termes d'environnement des affaires et nous contribuons à lever les obstacles. Je vais vous donner quelques exemples très concrets puisqu'on parlait ce matin de Roumanie et d'Ukraine. Sur la Roumanie récemment, alors nous avons dû passer évidemment au webinaire comme tout le monde l'année dernière, mais nous avons été extrêmement actifs. Nous avons quand même réussi à recevoir le Premier ministre roumain, l'ancien Premier ministre roumain, parce qu'il y a eu des élections législatives au mois d'octobre, juste avant le reconfinement. On avait plus de 80 entreprises, en respectant les jauges et les distanciations physiques, évidemment. Et donc, on a pu interagir avec le Premier ministre roumain, mieux connaître les priorités du pays à cette occasion. On avait également eu l'occasion d'échanger avec le secrétaire d'État à l'économie quelques jours auparavant. On vient d'avoir un webinaire avec l'ambassadrice de France en Roumanie il y a une semaine pour voir justement après les élections législatives où en était la Roumanie, quelles allaient être les orientations du gouvernement roumain en termes, j'allais dire, à la fois politiques, mais surtout économiques, et puis voir ce vers quoi les entreprises françaises, comment elles pouvaient mieux positionner leurs offres. Et puis, je n'oublie pas évidemment l'Ukraine, parce que nous travaillons énormément avec l'Ukraine. C'est un grand pays voisin avec lequel nous avons développé de très bonnes relations depuis 30 ans, depuis l'existence de MEDEF International. On a eu l'occasion d'échanger évidemment avec notre ambassadeur sur place, avec la BERD. On parlait de la BERD tout à l'heure, mais c'est un acteur important en Ukraine et avec lequel les entreprises françaises peuvent travailler. Avec le vice-ministre de l'Agriculture récemment, puisqu'on fait également des webinaires par secteur sur un certain nombre de secteurs que nous avons développés, qui sont l'agroalimentaire, la ville durable, le numérique, l'économie maritime et maintenant l'hydrogène. Et à chaque fois, nous nous appuyons à la fois sur les compétences, l'expertise des fédérations professionnelles françaises en termes de secteur. Là, nous allons absorber une association qui s'appelle l'ADEPTA, qui est l'association des exportateurs de biens d'équipement agroalimentaire. Et donc, on va renforcer nos actions sur ce volet-là. Donc, c'était quelques exemples pour vous dire que nous poursuivons évidemment les actions de MEDEF International pour mieux vous informer, vous aider et puis surtout préparer l'avenir, parce que dès qu'on pourra sauter dans un avion, croyez bien qu'il y aura de nombreuses missions de MEDEF International. Nous sommes attendus absolument partout dans le monde et cela concerne, je le répète encore une fois, aussi bien les petits, les moyens que les grands. Merci beaucoup. Géraldine, un grand merci. Nous savons tout ce que vous faites maintenant. Enfin, nous le savions avant, mais maintenant tout le monde le sait. Et je sais que vous êtes extrêmement efficace dans la mise en contact des entreprises avec les différents pays. Et aussi parce que vous connaissez tous les gouvernements de tous les pays qui viennent souvent en France, reçus par le MEDEF International. Et ça permet d'avoir de bonnes relations. Merci beaucoup à Géraldine, à vous. Et donc, nous sommes à la clôture de ce webinaire. Un petit 10 minutes de retard, mais ce n'est pas trop grave dans la mesure où nous avons appris beaucoup de choses dans ce webinaire très dense. Et qui de mieux pour clôture que le président du comité des conseillers de commerce de la France de l'Île-de-France, Patrick Baruel, qui va conclure. Entre-temps, je remercie tous les participants, je remercie tous les ambassadeurs, je remercie tous qui sont intervenus, je remercie le MEDEF Île-de-France avec Elena Natalic, qui est la personne qui a beaucoup travaillé avec moi, et surtout elle, toute seule d'ailleurs,
pour mettre tout ça en orchestre. Et on doit lui donner un grand merci à Elena. Et puis, je passe la parole, donc, après ces remerciements, à Patrick Baruel, le président du comité Île-de-France et conseiller du commerce extérieur de la France. À toi, Patrick. Merci beaucoup, Michel. Vos Excellences, cher président Franck Marguin, chers amis CCE, chers amis de la TFE et tous les gens qui ont participé à cette belle manifestation. La semaine dernière, nous avions 3 pays de ce qu'on appelle le groupe du V4. Aujourd'hui, on a 3 pays des Carpates. Et donc, je pense qu'en effet, c'était intéressant et on a vu que, en fait, tous ces pays-là sont intéressants de par leur destination. Et monsieur l'ambassadeur de l'Ukraine disait que les investissements productifs sont évidemment les bienvenus en Ukraine comme dans les autres pays. Je pense qu'en effet, il y a des destinations et des destinations qui sont vraiment très intéressantes. On a vu aussi sur ces 2 webinaires que la part de la France est peut-être en progression, puisque généralement, malheureusement, on n'est pas dans les premiers fournisseurs, dans les premiers clients, mais donc il y a encore des choses à faire, et on a vu que ce soit ces excellences ou l'ensemble des présidents des comités territoriaux régionaux de ces pays-là nous ont montré qu'il y a des choses à faire. Donc voilà, donc je pense que c'est intéressant. Ça clôture, ces webinaires clôturent l'Europe centrale. Je pense que nous allons réfléchir avec Michel sur les prochains et sur les prochaines destinations. On n'en a peut-être pas encore parlé, à moins que Michel ait déjà des idées. Mais en tout cas, je voulais remercier très chaleureusement Michel, puisqu'il a remercié tout le monde et évidemment, il ne s'est pas remercié lui-même. Donc, à moi de le remercier pour l'organisation. C'est toujours très bien organisé. Merci à toi, Michel, et à Elena, évidemment. Merci au MEDEF. Et je vous propose donc de nous retrouver prochainement pour une nouvelle série de webinaires, peut-être en second semestre, peut-être en présentiel, on verra. En tout cas, on vous communiquera les pays qui auront été sélectionnés. Et je vous souhaite à tous une bonne continuation dans cette période pas facile. Merci Patrick. Les pays que nous ciblons, on les a vus là, c'est les pays de l'Asie centrale. D'accord. Tout ce qui est Kazakhstan, Ouzbékistan, Tadjikistan. Et je crois que c'est, après avoir fait l'Europe centrale, faire l'Asie centrale nous paraît une chose tout à fait intéressante. Tout à fait. Merci beaucoup, Patrick. Je voudrais remercier aussi les personnes de l'ENA MEDEF Île-de-France, les personnes du Comité national des conseillers commerciaux de la France avec Camille Dufréchou et Morgan Schumann qui nous ont, et M. Pélé-Clamour, qui nous ont mis en contact avec nos équivalents, je dirais, dans ces pays, qui ont la plupart été les présidents des comités, des CCE dans ces pays-là. Et merci donc au CNCCF aussi. Vous aurez les replays de ces webinaires en ligne sur www.medef-ile-de-france.fr. Voilà. Et ensuite, vous aurez une brochure digitale avec tous ces slides. La petite Bible de l'exportateur ou en Europe centrale et de l'Est. Un grand merci et au revoir. Au revoir à tous. Merci et au revoir.